Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB, le débrief de la semaine 3 déjà de NFL, le meilleur et le pire des performances des quarterbacks cette semaine en NFL. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, un nouvel invité, même si tu étais déjà venu l'année dernière, il me Mhm. semble. Oui, oui, j'étais bien lié la Comment, participation à l'émission. comment ça va? Ça va très bien et toi? Merci de m'inviter de nouveau cette année, hein. Bah ouais, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir d'avoir un peu de rotation, puis d'avoir voilà, des gens qui ont un point de vue différent et puis qui supportent éventuellement une équipe différente. On n'a pas eu de supporter de cette équipe cette année. Dis-nous pour qui tu es. Il y a un petit indice sur ton t-shirt, mais Et il faut avoir un Boston, peu de ouais, connaissances c'est ça, voilà, géographiques. faut connaître la ville, donc ouais, Boston, les New England Patriots, depuis de nombreuses années maintenant. Ok, et ben écoute, Drake May était dans mon top la semaine dernière. J'en avais dit du bien. J'avais dit que c'était un peu ma victoire morale parce que c'était mon QB préféré de sa classe de draft. euh, et que j'estime. Alors bon, il y a le cas de Jaden Daniels maintenant, mais on va dire que j'estimais en tout cas que c'était le meilleur QB de cette classe-là. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison pour Drake May? Alors, globalement, sur ce début de saison, je le trouve bon. Il y a encore pas mal de soucis. On a vu sur le premier match, il n'était pas dans son assiette contre les Raiders. C'était pas, il a lancé pour beaucoup de yards, mais il avait des lectures qui n'étaient pas hyper bonnes. Il était pas, on le sentait pas hyper à l'aise. Il enchaîne avec Miami où il fait son meilleur match de carrière. Très peu de passes incomplètes. On le sent en pleine confiance. Il distribue bien le ballon. Sur ce match-là, je l'ai trouvé bon malgré en fait un défaut qui est voilà maintenant qui va commencer à être criant, c'est les turnovers. Il y a un fumble qui est lâché parce qu'en fait il est pas trop au courant de comment il est positionné dans la poche et s'il y a un adversaire derrière ou pas. Et il y a une interception qui est malencontreusement lancée dans la end zone, qui est typée par Ouais. Kem Hayward. Mais je pense que s'il avait mis un peu plus de touch, il avait un peu lobé, peut-être que il aurait pu, la balle aurait pu être catchée. Donc ça aussi, c'est des petites rectifications à faire à l'entraînement. Mais globalement, je suis plutôt content du match parce que il a su quand même montrer une chose, c'est peut-être toi à dire, mais je pense, que c'est quand même clairement le quarterback, le franchise quarterback, comme on dit. Il a voulu mettre en fait tout le poids de l'équipe sur ses épaules. Ça s'est retombé un peu sur lui malheureusement avec les erreurs et puis les turnovers. Mais malgré ça, les deux TD sur Hunter Henry, les conversions en quatrième tentative, une défense qui n'est pas facile à jouer malgré tout, même si on peut dire ce qu'on veut des Steelers qui sont pas bons, ça reste quand même un front seven qui est important malgré les blessures et une secondary aussi assez intéressante. Donc il a quand même réussi à montrer de belles choses sur ce match, mais entaché par des turnovers qui sont, je pense, rectifiables, mais qui font tâche. Ouais, tout à fait. Je me suis fait. Alors bon, c'est vrai que l'interception, on va dire qu'elle est déviée. Mais je me suis fait la remarque sur le fumble. C'est vrai que j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il reste aussi longtemps? Bouge ou au pire débarrasse-toi du ballon, fais quelque chose, quoi. Et c'est vrai que là, il nous a fait un peu une Caleb Williams presque. Je garde trop longtemps mon ballon Mais et c'est ce que le coach McVrabel a dit en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi comprendre qu'il y a un down après. Surtout que là, je crois que si je ne m'abuse, ils étaient en deuxième, en second down. Ou en première, je sais plus. Mais en fait, il y avait des downs après. Donc, c'est-à-dire il faut pas non plus dire que ce jeu-là, ça doit être le jeu parfait que je dois réussir et absolument scorer. Il avait l'opportunité, en fait, de, voilà, même s'il prend un sac, c'est un sac, mais protéger le ballon, c'est pas la peine d'être le héros à chaque fois. c'est ça. On dirait un peu moi qui joue à Madden, quoi. Hein, C'est ça, bah oui. voilà. Faut essayer de faire quelque chose. Non, pas forcément. Des fois, le meilleur jeu à faire, c'est de rien faire. Exactement. Et ouais, un mot de cette ligne offensive, elle avait été en délicatesse en première semaine, ça s'était mieux passé contre les Dolphins en semaine 2. Will Campbell avait fait un bon match notamment, puis d'autres rookies également sur l'intérieur de la ligne. Oui, j'ai arrêté Euh, ça. donc toi, t'es assez optimiste. Alors on sait qu'il y avait cette question de Will Campbell, peut jouer tackle, peut pas jouer tackle. On verra, mais...
Pour le moment, c'est plutôt enthousiasmant. Après, le problème que j'ai, c'est un manque de consistance en fait sur ce début de saison. C'est-à-dire que premier match, ils sont pas du tout dedans. Deuxième match, ils nous montrent vraiment, ils arrivent à courir avec le ballon. Donc déjà, c'est une première chose. Cette équipe-là, ils étaient dit, ils sont bons pour la course, pour bloquer contre la course, mais ils vont être un peu problématiques contre la passe. Et ça a été l'inverse. Ils nous ont prouvé que pour la passe, ça allait, mais impossible de faire des brèches pour les running backs. Sur la semaine 2 contre Miami, ils ont fait plutôt un beau match là-dessus. Et cette semaine, c'était compliqué. Il n'y avait pas non plus les opportunités énormes. Il y a eu les fumbles avec Ramondre, Anthony Gibson. Donc déjà, ça, la faute est partagée entre ceux qui font le fumble et aussi la ligne. Mais il y a aussi eu pas mal de pression, que ça soit en fait avec Morgan Moses, notre tackle droit, et certes, Will Campbell, il n'a pas concédé de sac, mais il y a eu 7 pressions qui ont été faites de son côté. Donc c'est compliqué, c'est en construction, mais je Ouais, reste optimiste. c'est un renouveau et puis de toute façon, ça pourra pas être pire que l'année dernière. Non, clairement pas. Oui, oui. J'avais tendance à dire que c'était votre O-line de l'an dernier était la pire O-line que j'avais jamais vue de ma vie. Euh, Il y a moyen, ouais. Mais après, avec les donc noms qu'on avait aussi sur la ligne, c'était normal. c'est un progrès. Bon, et ben voilà, on a fait le tour sur Drake May. On passe au flop 5 de la semaine. Et cinquième du flop de la semaine, j'ai placé Spencer Rattler, 28 sur 39, 218 yards, un touchdown pour une interception. Alors c'est vrai que quand on voit le score, on pourrait se dire il mériterait d'être plus haut. Pour avoir revu le match ce matin, c'était pas si mal, mais beaucoup de check down en fait. Euh, mais bon, il a le mérite de les faire. Après, ça coinçait un peu globalement au niveau de l'offense. Mais voilà, il y a une petite connexion qui commence à s'établir avec Olave. Malgré tout, cette semaine, c'était pas au niveau face aux Seahawks. Bah déjà, je pense qu'il faut dire une chose, c'est une grosse surprise, les Seahawks en début de saison. Défensive. En fait, c'est une équipe qui est complète, offensivement, On défensivement. parlera des Seahawks plus tard, hein, c'est prévu. Non, voilà. Mais déjà, en fait, Rattler, oui, il a pas été bon, mais il est vraiment pas aidé non plus. Euh, de ce que j'avais vu, c'est les Saints, c'est l'équipe la plus pénalisée depuis ce début de saison. Ouais, Euh, il y avait un peu des pluies de flag, la ligne offensive est pas terrible. Ouais, ouais. c'est Et, compliqué. Ouais. et sur ce match-là, ils en sont à, je sais plus, 11 pénalités sur ce match-là. Hein. Vraiment un chiffre hyper élevé. Donc c'est un peu compliqué aussi de demander. En fait, qu'est-ce qu'il peut faire de plus quand il n'est pas aidé par sa O-line avec des départs, des faux départs, des holdings, ce genre de choses. C'est difficile de toujours essayer de construire vers l'avant, faire le jeu vers l'avant quand on doit toujours reculer, reculer, reculer. C'est beaucoup demandé. Après, il y a aussi une chose, c'est que je pense qu'il devrait être un peu plus aidé aussi par son jeu à la course et peut-être aussi plus de screens, appeler plus de screens, essayer d'être un peu plus épaulé aussi par que ce soit Camara, les tight ends et tout ça. On a vu la connexion avec Olave, mais à part Olave, il y a pas grand chose. Il y a une belle passe de touchdown Sur le et tight end, Stall. ouais, le nouveau là, je connaissais ni Dev ni d'avance ce tight end là, parce que c'était pas John Johnson cette semaine. J'ai déjà oublié son nom. Jake Stall, je crois. Hein, Ah ouais, c'est Jake ça, ouais. Stall. Et ouais, il y avait une bonne connexion depuis le début de saison avec John Johnson. C'est vrai que là, je l'ai mis flop 5 cette semaine, mais je me suis dit que depuis le début de saison, par rapport à tout ce qu'on disait sur les Saints, ça va être le premier choix de la draft, patati patata. Il n'était pas infamant, Spencer Rattler, dans cette attaque, et ça peut faire un minima un bon QB backup pour l'avenir, je pense. J'ai une question pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu penses que là, ça va être le moment de changer et de passer aux rookies qu'ils ont drafté cette année, ou ils vont se dire bon, on continue encore avec Rattler parce que tout n'est pas de sa faute? Ouais, bah, j'ai tendance à me dire, le coaching staff est nouveau, donc ils jouent a priori pas leur place. Euh, Qu'est-ce que le nouveau QB peut faire de plus là-dedans? Enfin, comment dire?
Soit tu le mets en mode, allez, on le met pour lui donner de l'expérience, et puis de toute façon, peu importe ce qui arrive, ce sera pas de sa faute. Après, faudrait pas le tuer façon Bryce Young, début de carrière aux Panthers, quoi. Tu Oui. peux aussi le mettre en te disant, bah, comme ça on voit ce qu'il vaut, et potentiellement, si on est haut l'année prochaine, on reprend un QB, quoi. Je sais pas si c'est l'idée du côté des Saints, parce qu'il y a un peu de tout à reconstruire, hein. C'est un peu Ouais, c'est vrai que c'est un besoin, chantier. oui. C'est un chantier. Clairement, ouais. Ouais. Bon, on passe au numéro 4. Alors j'entends dire que c'était pas de sa faute, qu'il a pas si mal joué, mais non, là c'était pas possible. J'ai mis mon Kyler Murray, 22 sur 35, 159 yards, un touchdown, pas d'interception, 6 courses pour 37 yards quand même. Mais alors oui, il y a eu des drops, d'accord, ok. Alors on a beaucoup dit sur ce drop de Marvin Harrison, je suis d'accord, sauf que dans les faits, il n'a pas tellement d'influence. Mais sauf si tu considères qu'il allait au touchdown derrière, parce qu'ils convertissent pas, ensuite, quoi. Donc ça met pas fin à une série offensive. Euh, enfin, bon, il n'est pas aidé par ses cibles. Il est surtout pas aidé par son coordinateur offensif. Le play calling a été assez désastreux sur ce match. James Conner s'est blessé, le running game a été compliqué, mais il y a, voilà, les 49ers patinaient autant que nous tout au long du match, et en fait on a joué un drive qui est celui où on met le touchdown de McBride. À côté de ça, quand il s'agit de convertir en 3e et 5, 3e et 6, je sais pas si tu as vu, il y avait une caméra avec la vue de très haut sur le Oui, dernier jeu là, sur la 3e tentative. Alors déjà on appelle deux c'est courses rien faire, ça fait de une Jones. 3e et longue à convertir ensuite. Et il y a Michael Wilson qui est libre en fait dans un tracé slant. Alors on a dit ouais mais il va pas très vite, alors si on lui donne, c'est pas sûr qu'il aille chercher la première tentative. Mais bon, je sais pas, je commence à me dire que si ça continue comme ça sent le roussi pour Kyler Murray l'année prochaine. Ah, je trouve un peu dur parce que, bah, comme tu l'as dit, je pense qu'il n'est pas aidé non plus par le play calling. Et la dernière passe sur Zay Jones, elle est quand même très très bien jouée par le DB en fait. Pour Oui, moi, elle est je la vois catcher et en fait le DB va jusqu'au bout pour essayer de la retirer et il la retire et c'est perdu là-dessus parce qu'après ils sont obligés de punter et après les elle 49ers est drive pour. elle est lancée un peu derrière, et alors après je sais pas quel était l'appel, quel était le premier receveur visé. Ouais, la lecture. Marvin Harrison sert à rien sur ce jeu-là, si ce n'est quand même qu'il immobilise deux défenseurs. On peut considérer que c'est son rôle. Est-ce que sur un jeu comme ça, mais c'est pas la faute du QB, mais est-ce que il s'agirait pas d'aller viser autre chose que Zed Jones, quoi? Voilà. Après Zay Jones, il a converti quelques belles passes hein, sur ce match-là. Mais après, c'est se dire aussi, bon, après, voilà, il y a Marvin Harrison Jr. en wide receiver 1 qui devrait faire le taf. Et en fait, ce genre de drop, c'est pas possible. Et après, c'est Trey McBride. Et en fait, mais le problème avec Trey McBride, c'est que vu que tout le monde sait que c'est la cible numéro 1 de l'équipe, bah, il va être sous les viseurs du corps de défensif et des joueurs comme bah, leur linebacker chez les 49ers. Après, moi, j'ai une autre chose. Mon problème en fait avec ce match-là, c'est pas vraiment Kyler Murray, mais c'est plus le play calling où bah, utilise Kyler Murray avec son atout de ses jambes. En fait, il peut courir, il peut créer avec ses jambes. Autant utiliser cet avantage-là, surtout quand on sait que James Conner après il part. Il l'a bien fait pour aller chercher une première tentative à un moment donné sur un jeu qui était mal embarqué. Mais il y a eu un jeu qui est assez marquant. Alors encore une fois, ça n'a pas d'influence parce que je crois que c'est deux jeux plus loin, il y a le touchdown de McBride. Mais ce touchdown, enfin cette passe dans la end zone qui est relâchée par Marvin Harrison, en fait, si tu regardes le jeu, Kyler, il a l'autoroute devant lui. Il faut qu'il court. C'est grand ouvert, et c'est toujours ce truc-là de se dire non, je suis un QB, je dois passer, quoi. Il y avait eu un peu ce débat-là durant l'intersaison où il disait qu'il n'avait pas spécialement envie de courir. Je sais pas, il y a des prises de décision qui me rassurent pas, et en fait, j'ai l'impression surtout que ça stagne. C'est surtout ça que je voulais souligner ici, c'est que bah, ça fait des années qu'on nous dit ouais, il est pas mauvais, mais faut qu'il passe ce cap, faut qu'il passe ce cap, faut qu'il passe ce cap. Je crois que c'est sa 7e année dans la ligue.
Il y a à un moment donné, Malheureusement, je ne sais pas si vous allez trouver mieux en fait, parce que vous allez pas être assez mauvais pour pouvoir aller choper un top 5 de la draft et puis miser sur un nouveau QB en fait. Alors, il paraît que il semblerait que ce soit une grosse classe de QB cette année. Je pense qu'il y a matière à aller chercher quelqu'un, soit en milieu de premier tour, soit au second tour, et quitte à pas virer Le Kyler Murray, développer. tu vois, et à le, et à Ouais, le mettre le derrière, développer. Hein. et à dire bon, Coco, on te garde, mais t'as vu, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, donc maintenant il va falloir se sortir les doigts. Je sais pas, en tout cas, il y a un cap à franchir, et j'ai l'impression que. Alors, oui, c'est un ensemble de choses, c'est pas que de sa faute, mais force est de constater qu'il ne le passe pas ce cap-là, et avec tout l'amour que j'ai pour lui, début de saison est compliqué parce qu'il y a 2 victoires un peu à l'arrache contre les Saints et les Panthers, qui sont quand même pas des foot de guerre. Là, on se fait prendre une remontada par Mac Jones sur une jambe. Il était littéralement sur une jambe en plus. Hein, bon, voilà, on voit que dès que le niveau s'élève, et ben bon, la défense fait à peu près le taf, mais l'attaque tourne au ralenti. Et en plus, ils ont perdu James Conner, donc voilà. Après, vous avez Trey Benson qui a montré, qui montre des belles choses, je trouve, c'était un peu compliqué la saison dernière, mais voilà, s'il y a bien un joueur sur lequel vous pouvez compter, ça va être lui. Mais tu vois, je suis pas très optimiste. Ce sera le Thursday Night Football là contre Seattle. J'ai été assez critique de Seattle, de dire que pour moi c'était clairement l'équipe numéro 4 de la division. Ils montrent quand même des choses qui sont plus engageantes que ce que nous on fait. Hein. Pour le coup, oui, c'est là. Ouais. Donc on verra ce que donnent voilà, les matchs de division. Puis Seattle, ils ont un peu notre numéro. C'est toujours un peu compliqué contre eux. Donc sur un match du jeudi en plus, voilà. Bon, on va pas passer toute l'émission sur Kyler Murray, on en reparlera. Troisième du flop, Russell Wilson, 18 sur 32, 160 yards, pas de touchdown, 2 interceptions. Ça a été à peu près dans le match pendant une mi-temps contre les Chiefs et ensuite la lumière s'est éteinte. Malik Nabers, Joseph Bonnet absent pour tous ceux qui l'avaient en fantasy. Et ouais, là aussi on se pose la question de quand est-ce qu'on passe à Jackson Dart. Bah, c'est maintenant. Hein. Là, ça a été annoncé. Je sais pas si tu as vu, mais ça a été annoncé. Ah, bah dehors, j'avais raté l'info. Ouais, ouais, il y a Dash Hemster qui vient de faire une annonce comme quoi ça sera le QB starter pour le prochain match. Ok, bon ben voilà. Eh bien, on dira au revoir à Russell Wilson alors qui sent peut-être le poids des années. Un mot sur ce match ou Ouais, bah vite fait, bah, je trouve que surtout quand on voit la défense des Chiefs, surtout quand on voit les Chiefs cette saison, jouer comme ça face à une défense qui n'est pas non plus, qui est une bonne défense, qui est correcte, mais qui est pas non plus élite. En fait, c'est pas le niveau d'un QB vétéran comme Wilson. C'est hyper décevant, surtout quand on voit le nombre de targets sur Malik Nabers, c'est du néant en fait. Il a commencé à jouer à partir du troisième quart-temps, je m'abuse, ou à partir du quatrième quart-temps, et pendant 3 quarts-temps, il était pas visé. Surtout quand on voit le match qu'ils font, après c'est peut-être aussi, c'est peut-être que la défense des Cowboys la semaine dernière était catastrophique aussi. Mais je me dis on peut pas régresser autant en fait, c'est pas possible en fait de semaine en semaine. Et un QB pareil doit être consistant, un minimum. Et là c'était une occasion en fait, oui, de montrer quelque chose et ils l'ont pas fait. Je suis d'accord. On passe au numéro 2. Michael Penix, 18 sur 36, 172 yards, pas de touchdown, 2 interceptions. C'est les Panthers qui se sont ressaisis alors que la défense semblait quand même pas élite de ce qu'on avait vu sur les premiers matchs. Ou c'est juste les Falcons qui font les Falcons pour changer? Je pense que c'est un peu des deux, mais moi je dirais que c'est. J'ai pas envie d'enterrer Penix tout de suite. Je pense que il y a des matchs sans, et ça c'est clairement un match sans, parce qu'en fait du début à la fin, il y avait en termes de propositions, c'était néant, il y avait rien du tout. Il voyait mal le terrain, son interception, son pick 6 déjà, c'était compliqué. Mais je crois que le pire c'est l'interception sur le Michael Jackson, il s'appelle le corner des Panthers. C'est une simple cover 3. Il y a pas d'essayer de tromper le QB avec une formation bizarre. C'est une simple cover 3. Il y a son receveur qui fait mal son tracé. Il lance quand même le ballon. C'est dans les mains du corner. Donc, il a mal vu le terrain pendant tout le match. Il y avait
un manque d'effort. Même par exemple quand il y avait les ballons qui étaient interceptés pour essayer d'aller au plaquage, il n'était pas là. Euh, même son Drake London, c'est trop peu utilisé. Il faut qu'il lui donne plus de tentatives. C'est son receveur numéro un. Je pense que c'est plus un match, oui, à peut-être valoriser la défense des Panthers, mais je pense pas qu'on peut en tenir quelque chose vraiment de constructif avec Phoenix là-dessus. Ouais, je l'enterre pas, il reste jeune, il est sophomore, Ouais. mais quasiment rookie. Et puis dans un match comme ça, quand tu cours derrière le score et quand tu es largement mené, tu peux moins t'appuyer sur Bijan Robinson qui fait un gros début de saison lui pour le coup. Et du coup, bah ouais, c'est obligé de lancer et ça pousse à l'erreur. On passe au numéro 1. Alors il avait fait un intérim prometteur il y a 2 ans, mais on commence à se dire que la saison va être longue pour les Bengals. Jake Browning, 19 sur 27, 140 yards, un touchdown, 2 interceptions qui sont... non, j'allais dire 2 pick six, mais non, parce qu'il y a il y a un Non, fumble un six. pick 6 et un fumble 6. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer quand même quelque chose avec un corps de receveur pareil, ou est-ce que c'est finito pour les Bengals déjà? Je sais pas trop quoi en penser. Bon, c'est la défense des Vikings en face, il y a du lourd, mais... Moi, j'y crois pas. Surtout qu'en plus, là, on sait que Bureau, il est out pendant un sacré moment. Euh, je les vois même pas, en fait, avec la division dans laquelle ils sont, la conférence, les voir en playoff. Là, ça va être les matchs cruciaux. En fait, on va rentrer en octobre, ça va être les matchs cruciaux. Ils sont sans leur QB starter. La O-line, où ils ont investi quand même énormément sur ces 2 dernières années, bah, elle est toujours, c'est toujours affreux. Il faut dire les choses. Et c'est pas. En fait, soit ils vont essayer de changer de philosophie de jeu et aider Browning avec des jeux plus simples. Mais s'ils essayent de faire ce qu'ils ont fait là, c'est fini. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai en plus ce que tu dis sur la division, parce que bon, tu te dis déjà, il y a 2 fois les Ravens, a priori c'est perdu. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'ils les jouent, il y aura peut-être un match avec Bureau, mais enfin bon, voilà. Les Steelers, faut scoltiner la défense. Et puis Et les même les Browns. Browns, on Bah a oui, vu cette semaine que la la défense défense, des Browns. elle est là, quoi. Bah oui. Donc ouais. Et après j'ai une chose à rajouter. Ils ne sont pas aussi aidés par le jeu de course. Hmm. Quand on voit le jeu de course des Bengals, c'est aussi lié à la ligne offensive Ouais, évidemment, c'est clair. mais Chase Brown assez décevant sur ce début de saison et surtout sur ce match-là. Donc en fait, il faut que ça soit une attaque. On le sait tous, c'est homogène, c'est un mélange de passes et de jeu de course. Si c'est que de la passe, bah on voit qu'il y a un risque de beaucoup plus d'erreurs et de turnover. Ouais, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que quand tu commences à courir derrière le score, vu à quel point ils ont été Oui. menés rapidement, forcément tu cours moins, forcément tu lances plus, et forcément l'adversaire sait que tu passes, et donc plus de chances de faire des erreurs. Mhm. Est-ce que tu avais d'autres joueurs à mettre dans le flop éventuellement, ou on passe au top? Moi, j'ai un seul joueur, mais c'est sur son début de saison, c'est pas que sur ce match-là, Ouais. c'est Bonix. Je trouve que Bonix, quand on regarde statistiquement, c'est pas non plus catastrophique, mais je le trouve beaucoup moins impactant que la saison dernière et surtout, je le trouve beaucoup moins précis. Sur le match dernier, il y a des tas de passes sur Marvin Mims, son receveur deep threat, où la balle, elle est vraiment à 5 yards devant. J'exagère peut-être un peu, mais c'est pour dire, il y a beaucoup moins de précision. Et le départ un peu lent là des Broncos, elle est quand même liée un peu à lui parce que la défense derrière, quand on voit la défense des Broncos, on voit là sur le match dernier, bah, ça va saquer Justin Herbert 5 fois. Donc ça montre quand même il y a une grosse défense, mais Bonix, je sais pas, j'en attends plus, Oui, surtout c'est avec en ça. fait On, a- l'attaque et puis même une année 2. on attendait qu'il confirme. Il avait progressé tout au long de la saison dernière, et c'est vrai Mhm. qu'on a un peu l'impression de revoir le Bonix du début C'est ça, de Bonix rookie, Auburn. qui était pas cata, mais qui était voilà, en délicatesse, tout à fait. On passe au top. Le top 5 de la semaine est cinquième. J'ai placé Jared Goff, le MVP en titre de la chaîne. Euh,
puisqu'on a un système, hein, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, où je mets en gros 5 points à celui qui est top 1, 4 points, etc. Et moins 5, moins 4 dans l'autre sens, puis à la fin ça fait un ranking. Et Jared Goff, de mémoire, est MVP en titre. Donc 20 sur 28, 202 yards, un touchdown, pas d'interception, bah propre, hein, comme d'hab, une journée au bureau pour Jared Goff. Face quand même aux Ravens, alors c'est vrai que la défense c'est compliqué cette saison. Je crois qu'ils ont pris une centaine de points sur les 3 matchs là. Mais en tout cas, ça continue à faire le boulot. Il a toujours un Laporta à aller chercher dans les moments cruciaux. Ça trouve, Jameson Williams. ouais, Ouais. ça Sam tourne Brown. bien. Ça tourne bien. Bah, moi, j'adore cette attaque. Cette attaque, ils ont changé de coordinateur offensif et défensif aussi, mais là, on va parler de l'attaque. Coordinateur offensif. Et en fait, c'est à part le premier match, là, c'est comme avant. En fait, ça roule. Il y a vraiment les deux running backs qui alternent, qui sont utilisés aussi sur le jeu de passe. Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, et puis aussi Sam Laporta. Ils sont tous les trois super bien utilisés. Mais aussi, il y a un côté que j'adore avec cette équipe, et il y a un côté, il n'y a pas d'égoïsme. Les joueurs vont bloquer, il y a un sens de l'équipe en fait, et bah, ça se retrouve en fait avec aussi Jared Goff, parce qu'il est le leader de cette attaque. Il fait les bons jeux qu'il faut au bon moment. Il va pas forcer des jeux, il va pas tenter, il va pas mettre tout le poids de l'équipe. Il sait qu'en fait, il est aidé par tout le monde. Et il doit juste mettre la place au bon moment pour ses playmakers. Et ça, c'est le plus bavard. On l'a vu dès le premier drive. Là, moi, j'ai regardé le match en direct, le Monday Night Football, et c'est vrai que c'était méthodique, quoi. Course, passe, tac, touchdown. C'était un peu, les équipes se renvoyaient la balle comme ça, et puis bah voilà, les Lions ont su hausser le ton aussi grâce à leur défense au bon moment, et ça suffit pour gagner ce match. Ça avait été un peu compliqué en semaine 1, et puis finalement on commence à se dire, bah finalement c'est peut-être les Packers qui étaient plus forts qu'attendu, Oui, que c'est pour ça que je pense qu'il faut rarement prendre en compte la semaine 1. C'est tellement, c'est un prolongement de la pré-saison, et c'est avec personne ne sait vraiment ce que l'équipe va proposer en face. Donc, il faut voir à partir de la semaine 3, on peut déjà se dire, oui, en fait, là, il y a des tendances, on peut voir des choses différentes, et on peut commencer à se dire, oui, cette équipe-là, ça va être son identité pour le reste ou pas. Mais la semaine 1, c'est vrai que c'est souvent trompeur. On passe au numéro 4, Josh Allen, 22 sur 28, 213 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Bah, aussi une journée au bureau pour Josh Allen. Dans un match qui était un peu plus croché que ce à quoi on s'attendait. Et en fait, il a su hausser le ton au bon moment. Il distribue dans un corps de receveur qui est quand même pas incroyable sur le papier. Il trouve un petit peu tout le monde. Ça va être un coup Coleman, ça va être un coup Kincaid, ça va être un coup Shakir. Voilà, l'attaque des Bills tourne bien, et Josh Allen montre qu'il est le MVP sortant, et que va falloir compter sur les Bills cette année en fait. Clairement, clairement. Moi, ce que j'adore bah, c'est déjà, en fait, c'est le rajout de Joe Brady, l'offensive coordinateur qui avait été viré, je crois, des Panthers, qui était un ancien de LSU en coach. Euh, Depuis qu'ils sont les deux ensemble, c'est magique en fait. Il y a vraiment une belle proposition, et surtout en fait on voit un Allen qui est beaucoup plus mature. On le voyait déjà l'année dernière quand il est MVP évidemment, mais je trouve que là ça en gagne. Bah, déjà zéro turnover, mais on sent vraiment qu'il fait les bons jeux, il est décisif quand il faut courir, il court, quand il faut se coucher, il faut. Euh, il est Ouais, on sent qu'il a atteint un niveau de sérénité dans son jeu qui est vraiment, vraiment assez qui est incroyable. Ouais, tout à fait, il y a de la maturité. Puis ça rejoint un peu ce que je disais sur Lamar Jackson la semaine dernière quand ils avaient battu les Browns. On voit qu'il a pas tellement couru, mais il n'y avait pas besoin, donc pas besoin d'en faire plus, pas besoin de montrer que je suis Josh Allen et que je peux courir 70 yards par match, pas besoin. Il a fait son petit taf comme il fallait, et il a haussé le ton dans les moments décisifs, et voilà, c'est ce qu'on attend d'un QB de ce calibre-là. Numéro 3, ça me fait du mal, hein. J'ai été obligé de dire du mal de Kyler Murray, je vais être obligé de dire du bien de Sam Darnold.
14 sur 18, 218 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Il y a un truc que j'ai noté. Alors bon, c'était. Qu'est-ce que j'ai noté? Non, il jouait les Saints. Oui, les Saints, ouais. Oui, Ouais. c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai noté Dallas, non, pas du tout. J'ai noté pas de sac, c'est le pass rush qui est catastrophique ou en face, ou c'est la ligne offensive qui commence enfin à progresser? Parce que c'était un gros point d'interrogation pour Seattle cette saison. Moi, je pense que c'est la ligne, hein. Ils ont fait des rajouts avec Zebel et puis même en fait ce qu'ils avaient déjà avec leur tackle Charles Cross. Et oui, l'ajout de Zebel, fait beaucoup de bien. Après, j'ai pas tous les noms de leur O-line, mais je trouve que ça joue bien, ça le protège bien. Et surtout, en fait, là, encore une fois, bah après, je pense connaître le top 2 en tout cas. Mais en fait, on sent un QB qui est sûr en fait de ses choix, qui n'hésite pas et qui fait des bonnes décisions. Alors, il y a une passe sur Jackson Smith Njiba, une balle en profondeur qui est mais magnifique, arrive dans les mains du joueur et c'est décisif. Il sait qu'il va se faire toucher, il sait qu'il va se faire hit, mais il la lance quand même in the bucket comme on dit et tout le long du match en fait j'ai senti ça, j'ai senti en fait une confiance dans les joueurs qui l'entouraient, une confiance dans sa ligne et on sentait il est là, ouais, on voit plus du tout le Darnold de l'époque des Jets qui était avoir des fantômes ou je sais pas quoi comme il pouvait dire face au On l'avait basket. vu un petit peu sur le début de saison, on l'avait vu l'année dernière en fin de saison Fin de avec les saison, ouais, ouais, ouais. Falcons. Mais là ouais il y a non C'est vas-y, vrai qu'en fait, vas-y. il n'y a pas de secret, il faut mettre la pression au quarterback pour lui faire des erreurs, hein. Et c'est ce qu'ont pas su faire les Saints finalement, et ça va être un point décisif, je pense, du match de jeudi. On en a parlé un peu tout à l'heure. C'est pas que je veuille absolument parler des Cardinals, mais ça va être intéressant parce que moi, ce qui faisait que j'étais critique de Seattle, c'était justement cette ligne offensive qui m'inquiétait un petit peu. Tant que la santé tient pour Lucas et tant que Grezable performe, je pense que voilà, Sam Darnold, il a tout à fait les capacités de faire rouler cette attaque. Smith Njigba est incroyable, même Cooper Cup où on se disait est-ce qu'il est pas un peu finito, bah non, il est toujours là. On a vu Horton qui met un TD, je crois, Ouais, Torrey Horton, il y a tout deux TD, ça deux en TD, réception, ouais, 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 très impressionnant. avec une belle passe d'ailleurs. Donc ouais, en fait, il y a des armes, il y a des armes dans cette attaque. Numéro 2, je crois, alors j'ai pas encore fait le titre de l'épisode, mais je me demande que si je vais pas l'intituler en quelle année on est en fait, parce que Sam Darnold est dans le top et Daniel Jones Daniel Jones, nous ouais. sort une saison incroyable, 18 sur 25, 228 yards, un touchdown, pas d'interception. Ça a un tout petit peu calé, il y a eu pas mal de field goal dans ce match. Bon, il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Vu le déroulé, ça avait commencé avec un pick six de mémoire. Non, ouais, Daniel Jones, propre, propre, propre sur ce début de saison. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Il a quasiment les mêmes stats que Josh Allen. Donc, on aurait pu dire ça quand. Après, voilà, comme tu l'as dit, hein, l'attaque fait peut-être un tout petit peu, régresse pas, c'est pas le mot, mais je veux dire peut-être un peu de surplace parce que c'est la première fois que le punter rentre sur le terrain depuis le début de saison. Donc, c'est quand même à souligner. Mais oui, c'est super impressionnant. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un point commun entre ces QB-là, c'est le fait de plus avoir été titulaire et d'être parti dans une autre équipe, de pas avoir joué et d'être revenu comme un peu un homme nouveau. On peut voir, on a l'exemple avec Geno Smith, on a l'exemple avec Baker Mayfield, on a l'exemple avec Darnold. Donc ça fait peut-être du bien aussi d'aller dans une autre situation, d'apprendre derrière un nouveau coach staff et de revenir en fait plus fort, avec peut-être plus d'assurance. Et sur ce match-là, on le voit vraiment ne pas forcer, faire les bonnes passes, utiliser vraiment quasiment toutes ses cibles, que ce soit Josh Downs, Alec Pierce, Michael Pittman. Il est aussi aidé par un jeu de course qui est monstrueux depuis le début de saison avec Jonathan Taylor qui nous fait une saison absolument incroyable. Donc et encore une fois aussi, genre, c'est la ligne offensive. Moi, je pensais vraiment que la ligne offensive des Colts, ça allait être le point faible. Et pour le coup, ils sont vraiment très surprenants sur ce début de saison.
Elle était élite à une époque, elle avait été très en délicatesse là, ces dernières saisons, et puis là on a l'impression que ça redevient vraiment très sérieux. Bah, ils savent développer en fait leur vivier en fait. Les joueurs draftés, c'est pas forcément des premiers tours, mais ils arrivent à les développer et quand les vétérans doivent partir à la free agency ou à la retraite, bah ça reprend par dessus et ça fait le taf. Et puis ouais, t'as parlé du corps de receveur. Alors Tyler Warren a été un peu moins en vue sur ce match-là, mais ça a été un gros ajout. Et finalement, bah, on arrive à faire vivre cette attaque où on disait c'est quand même plein de numéro 2 et pas tellement de numéro 1. Bah, on voit que Pittman, il y va de son touchdown quasiment à tous les matchs. Je crois qu'il en a un par match, si je dis pas de bêtises. Au moins 2 sur 3. Non, ouais, vraiment. Et puis pour finir, cette équipe qui arrivait toujours à faire 7-8 victoires avec Gardner Minshew, Anthony Richardson, j'en passais des meilleurs, et ben on se dit qu'avec un QB qui a déjà montré qu'il savait élever une équipe, hein, on rappelle qu'il y a eu une bonne saison quand même aux Giants avec une victoire en playoff, la fameuse année où il gagnait Minnesota en wildcard, et ben il n'y a pas de raison que ça continue pas. De mémoire, c'est les Rams cette semaine, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça que j'avais vu. On va voir maintenant face à une plus grosse opposition, peut-être. Ouais, avec un front seven un peu plus inquiétant, Ouais, ouais, c'est sûr. c'est sûr. Numéro 1, je fais mon mea culpa, hein, ça fait 2 semaines que je casse du sucre sur le dos, mais quand il est très bon, il faut le dire. Caleb Williams, 19 sur 28, 298 yards, 4 touchdowns et pas d'interception. C'est lui qui jouait Dallas en fait. Voilà, C'est exactement ça. Ouais. j'ai confondu là-dessus. Alors, même question, c'est la défense de Dallas qui est aux abonnés absents ou alors est-ce qu'on commence à être optimiste pour Caleb Williams qui avait été un peu en délicatesse tout au long de la saison là et il y a une vraie connexion avec Odunze. Oui, ça fait plaisir. Luther Burden qui sort de un peu de nulle part pour faire plus de 100 yards. Cole Kmet il va de son touchdown je crois. Ouais Mhm. non, voilà, l'attaque Pour, commence à pour, prendre. pour, pour moi, j'attends encore de le voir. C'est pas pour faire le vieil gris, mais en fait, en face, la défense des Cowboys, surtout la défense contre la passe, est tellement catastrophique que même Carson Wentz ou voilà, l'un des pires QB de la ligue, je pense, aurait fait un bon match. Et après, il faut aussi lui donner les fleurs. Il a fait un bon match, il n'a pas fait d'erreur, il nous a pas proposé ce qu'il avait l'habitude de faire, de courir partout et puis de pas être décisif et de se faire saquer. Donc franchement, il a fait les passes qu'il fallait. Il n'a pas fait d'erreur, donc ça a souligné. Et puis en espérant qu'il construise là-dessus, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que maintenant que tu as fait ça, tu es capable de le montrer. Alors maintenant, il faut voir ce que tu vas donner après. Même chose, voilà, tu sais faire ça, tu sais gagner face à une équipe qui est, on va dire, sensiblement du même niveau. À voir ce qu'il est capable de faire face à des plus grosses oppositions, ne serait-ce que dans ces divisions où il y a au moins 2 adversaires pour lesquels ça va être compliqué, même 3, puisque les Vikings, même s'ils n'ont pas leur QB pour l'instant, il y a quand même une défense La solide. défense, oui, c'est sûr. Oui. Donc voilà, il faudra hausser le niveau de jeu à minima dans la division et puis de manière générale. Mais en tout cas, pour cette semaine, excellente performance de Caleb Williams. Et Faut c'était bien. à souligner. Est-ce que tu as d'autres joueurs que tu aurais vu dans le top? Euh, moi, mon chouchou de ce début de saison, c'est Justin Herbert. Je trouve que Ouais. on parlait de maturité dans le jeu. Euh, Justin Herbert, je trouve que c'est clairement ça. Là, c'est pas forcément lui qui fait gagner le match. Il y a une bonne défense, il y a des erreurs des Broncos. Il le gagne 23-20, donc c'est serré. Mais il fait les jeux qu'il faut faire en fait. Encore une fois, il cible les bons joueurs, il est décisif et je trouve vraiment qu'il a atteint lui pour le coup, parce qu'il y en a d'autres. Je disais Josh Allen tout à l'heure, mais Josh Allen ça faisait déjà depuis la saison dernière au moins et même avant peut-être. Lamar Jackson c'est pareil, mais là Herbert j'ai vraiment l'impression que oui on peut pas forcément peut-être le mettre encore à la table des top QB, top QB, du top 3 comme du top 5, mais il est vraiment pas loin derrière. Il est vraiment pas loin derrière, surtout quand on se dit les cibles qu'il a, parce que là, encore une fois, on a quoi? On a Keenan Allen qui marque un super TD, et Keenan Allen, il a quoi? 31, 32, 32.
quasiment entre 33 et 34, je sais plus, mais les plutôt âgés, même si ça reste un très bon receveur. Il y a Lan McConkey, certes, mais en fait, voilà, il fait briller un joueur comme Quentin Johnson. Quentin Johnson, il faut aussi lui lancer ses fleurs. C'est pas un buzz. Il nous a prouvé que l'année dernière, il avait Il fait s'est plutôt une acheté bonne des saison. mains. C'est ça, Voilà. il a acheté des mains. Faut le reconnaître. Mais il élève quand même. Et c'est ça le rôle d'un franchise player, c'est d'élever le niveau de jeu qu'il y a Ouais. autour de toi. Et quand on voit Herbert, c'est clairement ce qu'il propose semaine après semaine face à des défenses qui sont dures. Franchement, pour moi, c'est vraiment, il m'impressionne énormément. Ouais, là, je l'ai pas mis. Bon, on peut pas mettre tout le monde, mais c'est Oui, vrai oui. voilà, il a aussi su faire ce qu'il fallait au bon moment. Les 2 derniers drives, il y a un TD et il y a le placement du kicker en bonne position. Donc, face à peut-être l'une des ou la meilleure défense de la ligue. Ah oui, top 5, comment, c'est sûr. Donc c'est sûr que voilà, c'est en tout cas on pouvait être inquiet avec la blessure de leur tackle et puis bah ils arrivent à tenir la baraque et ils font presque. Est-ce qu'on commence à dire qu'ils font figure de favoris dans cette division avec les Chiefs qui patinent un petit peu ou on se méfie encore un peu Euh, parce que c'est Kansas City et que. Je pense qu'il faut encore attendre un peu. 3 semaines, c'est un peu trop rapide pour faire des conclusions, mais pour moi, oui, en tout cas, il faut les prendre au sérieux maintenant. Je pense que surtout, en fait, ce qu'ils ont avec il faut aussi il faut aussi parler de la défense des Chargers. Mais là, depuis l'année dernière, la défense des Chargers n'a fait que de progresser. Ils font un très très bon début de saison. Si l'attaque elle est au même niveau, voire mieux, bah, c'est une équipe que j'aimerais pas affronter tous les dimanches. C'est clair. Eh ben écoute, merci, on aura fait un peu le tour des perfs des QB. Écoute, il me reste à te souhaiter bonne continuation à tes Patriots, mais j'ai l'impression que ça progresse. En tout cas, c'est une équipe que j'ai plaisir à suivre et dont j'ai envie qu'elle réussisse. Voilà. Je pense Les que choses changent. les choses changent. Bah, on va dire qu'en termes de bilan, c'est pas trop ça encore. C'est le même bilan que l'année dernière. Mais après, euh, j'avais peut-être un peu trop d'attentes sur l'équipe en début de saison. Moi, j'étais très Ça très peut- chaud, hein. Ouais, moi aussi, un peu trop peut-être. Mais au moins, il y a du progrès. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que le progrès, c'est pas linéaire, mais au moins, il y a du progrès. Et surtout, le principal, c'est que Drake May évolue. Après, le reste, on peut toujours se débrouiller. Mais si on a un QB et si le QB évolue et plus mature et fait des meilleures propositions de semaine en semaine, vraiment, moi, je trouve que c'est un grand pas de fait. Pour te dire à quel point j'étais chaud, sur le site là où on peut rentrer le résultat des matchs, puis ça te donne le classement projeté à la fin de la saison. Je les avais en, je crois, septième seed, donc ils chopaient une place en Très, playoff. Et pour te dire à quel point j'étais très très chaud, j'avais même envisagé de mettre une pièce, mais alors une petite pièce, sur la victoire de division. Et après, j'ai vu la tronche du calendrier des Bills, et j'ai dit ouais non c'est bon, le calendrier est trop facile. Voilà, mais non, mais en tout cas, ouais, c'est encourageant. Puis quand je dis les choses changent, c'est vrai que c'était un peu l'équipe que tout le monde détestait parce que c'était Tom Brady, parce qu'ils étaient imbattables, etc. Et puis maintenant, ils ont une allure sympathique, quoi. C'est voilà, parfait. bah, Tout ça le monde devient les une aime équipe bien. normale. Tout le monde les aime bien. Non, mais il y a C'est des ça. équipes comme ça que les gens, enfin, je sais pas. Après, c'est personnel, mais moi, par exemple, j'ai pas envie d'aimer les Falcons, tu vois. J'ai l'impression que Oui. ils font tout- alors, on va dire que je suis un hater parce qu'à chaque fois, je leur tape un peu dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est brisé depuis le 28-3, là, puis qu'ils font que faire conneries sur conneries. Mais Ouais. voilà, les Pats, c'est une équipe que j'ai envie de bien aimer et que voilà, j'ai envie de voir réussir. Bah, ça fait plaisir en tout cas. Eh ben, merci d'avoir été avec moi. Merci à tous Bah, avec ceux grand plaisir. qui écouteront l'émission. N'hésitez pas à faire vos retours, à nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a dit, et puis surtout à me dire si vous avez envie de venir. Hein, je le rappelle chaque semaine, c'est ouvert à tout le monde. Donc moi, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que d'accueillir des nouvelles têtes ou des anciennes aussi. Voilà, ça fait plaisir. Mais voilà, en particulier pour les franchises dont on n'a pas encore eu d'invités, je peux pas toutes les citer comme ça, mais voilà, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, vous voyez, c'est détente, on prend 30-45 minutes, on débriefe un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine, et puis voilà, ça fait une discussion sympa entre gens passionnés, parce qu'à la fin du compte, des fois on se dispute un peu, mais au final on a tous la même passion,
Et on n'est pas hyper nombreux en France, donc voilà, ça sert à rien On se fait saouler. de se disputer pour du foot US quand même. On a une chouette passion en commun. Merci à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde. Mal.